Dans l'incroyable monde des civilisations anciennes ou disparues, il y a un sujet qui navigue depuis toujours entre fantasme et réalité, si bien qu'il nourrit autant d'espoir que de déception. Ce sujet, c'est l'Atlantide, ce fameux continent disparu décrit par Platon comme un lieu unique au monde. Dans l'œuvre Critias, Platon décrit l'Atlantide comme une île où les richesses étaient si abondantes qu'elle fournissait tous les métaux que l'on peut extraire des mines, tout ce que la forêt peut donner de matériaux propres au travail des charpentiers, qu'elle nourrissait en suffisance tous les animaux domestiques ou sauvages grâce aux intarissables sources de fruits. Alors que ce sujet a déjà été traité de différentes façons sur la chaîne, je souhaite aujourd'hui partager avec vous une nouvelle piste de réflexion. Une nouvelle piste de réflexion qui liera l'Atlantide avec un site connu des passionnés, mais quasi inconnu du grand public. Ce site, c'est Göbekli Tepe en Turquie. Pour ceux qui ne connaissent pas Göbekli Tepe, il est situé en Turquie près de la frontière syrienne. Il s'agit d'un site préhistorique du néolithique dont les origines remontent au 10e et 9e millénaire avant Jésus-Christ. Göbekli Tepe est un site unique au monde dans l'anachronisme qu'il représente. Pas que sa datation soit à remettre en cause, mais plutôt par rapport à la structure de société à laquelle nous attribuons ce site. Göbekli Tepe est interprété comme un sanctuaire, servant de lieu de rassemblement pour des groupes de chasseurs-cueilleurs qui s'y réunissent pour y tenir des fêtes communautaires. Qu'un jour des chasseurs-cueilleurs se soient réunis pour des petites sauteries communautaires, cela ne pose aucun problème. Toutefois, les compétences techniques et développements sociaux en moins 10 000, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, ne devraient pas aboutir à des sites comme Göbekli Tepe. Ou alors il faudrait simplement entrevoir le fait qu'à cet endroit du globe, les peuples n'étaient pas aussi primitifs que ne l'étaient leurs cousins européens, par exemple. Après tout, nous sommes proches du bassin mésopotamien duquel sont issus les Sumériens. Pour de nombreuses personnes, l'Atlantide de Platon n'est rien d'autre qu'un récit métaphorique et allégorique. Le côté allégorique des dialogues de Platon est d'ailleurs très courant. Cela ne signifie pas pour autant que ce qui est admis dans les années 2000 ait vocation à rester figé dans le temps. Nous serions là face à un bombage de torse moderne où les hommes sont persuadés d'être supérieurs à leurs prédécesseurs et qu'ils sont la version la plus aboutie de l'évolution. Alors en soi, ce n'est pas forcément un vice moderne, c'est un état d'esprit que l'on peut retrouver depuis très longtemps. Il faut néanmoins garder à l'esprit qu'en leur temps, certains étaient persuadés que la Terre était plate. Pourtant l'histoire a montré qu'ils se trompaient. Donc si l'espace d'un instant on oublie notre sentiment de supériorité et que l'on réfléchit objectivement et empiriquement, il apparaît alors quasi inévitable que dans 100 ou 200 ans, nos convictions actuelles concernant l'Atlantide aient volé en éclats au profit de nouvelles idées qui deviendront alors une nouvelle réalité. Socrate le disait lui-même, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Une phrase essentielle pour garder l'esprit ouvert, prenant à contre-pied les carcans psychologiques de ceux qui sont de grands persuadés. Alors c'est dans le cadre de cette réflexion générale qui un jour pourrait aboutir sur de nouvelles idées, peut-être accompagnées de nouvelles découvertes, que l'on peut se demander si Göbekli Tepe avait un lien avec l'Atlantide. Dans ses récits, Platon parle de la fin de l'Atlantide aux alentours de 9600 avant Jésus-Christ. Cette date correspond à la période à laquelle Göbekli Tepe fut érigé. Göbekli Tepe semble apparaître comme une anomalie, sans rien qui ait pu laisser présager son existence. Un peu comme les pyramides des 3e et 4e dynasties égyptiennes qui apparaissent comme des œuvres abouties sorties de nulle part, avec comme seule entreprise de tests aboutis la pyramide à degrés de Saqqara qui pourtant n'aurait pas été d'une grande utilité dans la mesure où elle n'est pas une pyramide à proprement parler, mais une succession de mastabas. D'une part, Göbekli Tepe sort de terre sans crier gare, mais on ne comprend pas non plus dans quel contexte il fut érigé. On comprend bien les sites mégalithiques du néolithique qui se trouvent à Malte et Gozo par exemple, datés pour certains à plus de 5000 ans. On comprend bien également Stonehenge qui date d'à peu près la même époque. Stonehenge, par exemple, est issu d'une communauté agricole florissante, dont l'essor permettait à ses membres de ne pas toujours subir la dureté du labeur et d'utiliser les ressources générées par cette économie afin d'engager un processus d'enseignement. Les membres de la communauté pouvaient alors développer des compétences telles que l'astronomie, l'ingénierie ou encore l'architecture. Nous avons donc à Stonehenge un contexte socio-économique propice à l'émergence d'un site mégalithique. Mais Göbekli Tepe, c'est quand même 7000 ans avant Agar Kim à Malte ou Stonehenge en Grande-Bretagne. Et avant Göbekli Tepe, qu'y avait-il ? Eh bien rien. En termes de civilisation, nous n'avions que les chasseurs-cueilleurs dont nous parlions plus tôt. Il y a donc certaines contradictions avec le niveau de développement nécessaire à la mise en place d'un tel complexe. Dur d'imaginer des chasseurs-cueilleurs, pas encore sédentarisés, ériger quelque chose d'aussi élaboré
non seulement élaboré, mais aussi symptomatique de la sédentarisation profonde et épanouie d'une société. J'avoue que j'ai utilisé à dessein l'exemple des temples maltais, car là-bas, tout comme à Göbekli Tepe, eh bien les sites actuellement sont recouverts d'une grande tente de protection. Ça, c'est un petit aparté. Et pour Stonehenge, eh bien c'est aussi parce qu'il permet une certaine mise en perspective de Göbekli Tepe et de son envergure. Aussi grandiose Stonehenge puisse-t-il être, nous estimons aujourd'hui qu'avec ce qui reste à désensevelir à Göbekli Tepe, la superficie totale du site serait 50 fois supérieure à celle de Stonehenge. Nous sommes donc face à un site mégalithique majeur qui, pour le moment, ne dépasse guère la superficie de celle de Stonehenge. On peut vraiment dire que tout reste à découvrir. Il y a également un aspect climatique qu'il faut prendre en compte. Si personne ne s'était vraiment sédentarisé dans la région, c'est que probablement elle était trop hostile au développement d'une vie équilibrée et sereine. Quand on dit hostile, c'est simplement que nous ne sommes pas dans un cadre luxuriant comme cela peut être le cas en Égypte, bien que là-bas aussi nous ne soyons pas si loin de l'Euphrate. Mais par exemple, quelle que soit la période à laquelle les pyramides d'Égypte aient été construites, le Nil a permis en tout temps d'irriguer terres et main-d'œuvre. En gros, l'eau a permis que la vie se développe. On ne peut pas par contre dire la même chose de Göbekli Tepe où la région est plutôt aride et ne laisse a priori pas beaucoup de place au développement, ou tout du moins un développement pas aussi poussé qu'en Égypte. Alors vous me direz, Platon, il parlait du Nil. À Göbekli Tepe, il n'y a pas d'île, et il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc rien à voir, sauf que Platon aurait très bien pu utiliser les termes « île » comme image pour définir l'aspect circulaire de l'Atlantide que l'on retrouve à Göbekli Tepe. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est que malgré l'aridité de cette région, l'agriculture a tout de même réussi à percer au moment de l'émergence de Göbekli Tepe, comme si le développement civilisationnel naissait subitement et à tous les niveaux. Il faut bien aussi comprendre que Göbekli Tepe est le lieu sur Terre où les hommes sont passés en premier de chasseurs-cueilleurs à des groupes sédentarisés produisant leur propre nourriture par l'agriculture. Et tout ça, ça s'est passé près de 2000 ans avant que cela ne se reproduise en Chine. C'est donc bien à Göbekli Tepe que l'agriculture est née, au cœur du croissant fertile en Mésopotamie. C'est bien là que nous pourrions faire un lien avec l'Atlantide, enfin, la disparition de l'Atlantide pour être plus précis. Et si Göbekli Tepe était le fruit des survivants de cette immense culture disparue, l'expression du génie humain retrouvée à Göbekli Tepe trouverait ses origines dans les restes d'une civilisation qui maîtrisait déjà le bâti, qui maîtrisait déjà les mégalithes, qui maîtrisait déjà l'astronomie, car Göbekli Tepe est le premier site archéologique orienté nord-sud. Et pour finir, qui maîtrisait déjà l'agriculture et l'élevage, tel qu'on le comprend sur les représentations gravées dans la pierre calcaire du complexe. Tout ceci fut documenté en détail par l'Institut germanique d'archéologie et l'Institut d'archéologie préhistorique de Nuremberg en Allemagne, mené par le regretté Klaus Schmidt. Mais au juste, pourquoi l'Atlantide aurait-elle pris fin ? Quelle qu'en soit la cause, et si elle peut être débattue et argumentée de différentes manières, une chose demeure certaine. Grâce aux carottes extraites et analysées au Groenland, nous savons que la bascule climatique, ayant engendré la fin de la dernière ère glaciaire, s'est opérée de manière brutale. Si brutale qu'il n'est pas ubuesque d'imaginer une cassure civilisationnelle majeure. Et quand je dis cassure civilisationnelle, cela concerne bien entendu tout le monde, qu'il s'agisse des éventuels Atlantes ou, pour les plus sceptiques, tout simplement des hommes présents sur Terre à ce moment-là. Alors quelles traces les occupants de Göbekli Tepe nous ont-ils laissées ? Eh bien, elles sont très maigres, d'autant plus que cette époque appartient au néolithique. Pré-céramique, entendez par là que la poterie n'existait pas encore. La poterie n'existait pas, mais les relations avec les animaux, elles, étaient bien présentes. À telle enseigne que sur ces piliers pouvant atteindre 5,50 m de haut, pour 50 tonnes, nous retrouvons des buffles, des renards, des serpents, des vautours, des araignées, différents insectes, des ânes, des gazelles et même des lions. Une variété de faune qui en dit long sur la vie dans cette région, que ce soit en termes de mobilité ou en termes de biodiversité. Quand on réfléchit à l'éventualité d'une civilisation disparue de laquelle nous avons encore tout à découvrir, ou presque, l'idée n'est pas si saugrenue qu'il n'y paraît. Bah oui, parce que si on y réfléchit bien, personne ne suspectait l'existence des peuples de la vallée de l'Indus avant les années 1920. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les Britanniques intensifièrent les fouilles archéologiques en Inde, et notamment à Mohenjo-Daro, qui deviendra pakistanais lors de l'indépendance du pays en 1947. Donc finalement, ça n'a rien d'incroyable ni de délirant d'imaginer une civilisation encore inconnue. Notre propre histoire et nos propres découvertes l'ont démontré depuis des centaines d'années. L'histoire de l'homme et la connaissance qu'il en a n'est que le fruit de son évolution. L'évolution est comme la technologie. Elles n'ont ni l'une ni l'autre d'empathie pour les sentiments humains. Elles nous dépassent et forment notre avenir par leur impact sur le présent. Impact sur lequel nous ne pouvons rien, nous n'avons pas la main, nous évoluerons sans cesse.
Et par cette évolution, nous comprendrons de nouvelles choses, découvrirons de nouveaux vestiges, de nouvelles civilisations. Croire qu'il n'y a plus rien à découvrir de majeur, c'est croire que nous sommes arrivés au bout de notre évolution. Mais ceci est impossible car évoluer est inhérent au fait d'être en vie. Si l'idée d'un lien avec l'Atlantide de Platon semble très séduisante, n'oublions pas une autre option, plus académique et beaucoup plus simple. Les chasseurs-cueilleurs à l'époque de Göbekli Tepe étaient beaucoup plus évolués qu'on ne le reconnaît. Sinon, comment aurait-il érigé tout cela ? Aussi, nous sous-estimons beaucoup l'intelligence des peuples primitifs encore de nos jours. Ce n'est pas parce qu'ils n'envoyaient pas de satellites dans l'espace pour leur smartphone qu'ils n'étaient pas intelligents. On pourrait même dire qu'ils le sont plus que nous dans la mesure où ce que nous pensons être de l'intelligence n'est finalement qu'un immense cahier des charges scientifiques et technologiques très loin des lois qui régissent notre nature. Nature avec laquelle ces peuples étaient et sont encore en symbiose. Michael Shermer, un journaliste scientifique et historien des sciences américain, fermement campé sur des positions académiques, en parle lui-même en admettant clairement que nous sommes tous, nous peuples entre guillemets développés, devenus incapables de survivre dans un environnement naturel, et que nous sommes dans une phase de fragilisation tout juste capables d'habiter dans l'environnement artificiel du monde moderne. Alors il est toujours très compliqué de se satisfaire d'un « on ne sait pas », et il est encore plus compliqué d'articuler une argumentation lorsque l'on souhaite proposer des alternatives, jusqu'alors ignorées ou refusées. C'est pour cela que, par exemple, L'empreinte des dieux de Graham Hancock est un ouvrage fascinant, bien qu'il ne parle pas de Göbekli Tepe. Nous savons donc que Göbekli Tepe a été bâti par des humains, que le site date d'il y a environ 12 000 ans et que la question est de savoir quel était leur état de développement et s'il était éventuellement issu d'influences extérieures. Il faut bien admettre que si les dates coïncident exactement avec celles proposées par Platon pour l'Atlantide, l'état de développement que je viens de mentionner concernant Göbekli Tepe pourrait ressembler aussi à celui décrit par le philosophe grec. Mais malgré tout, il demeure compliqué pour notre cerveau de se projeter et bien comprendre l'âge de ce site, tout comme il est compliqué de comprendre le niveau de sophistication des peintures de Lascaux vieilles de près de 20 000 ans. L'âge de Göbekli Tepe est ahurissant. Sur notre frise chronologique, qui nous sépare de Göbekli Tepe, nous sommes 2000 ans plus proches des pyramides d'Égypte, selon leur datation conventionnelle, que les pyramides ne l'étaient de Göbekli Tepe. En d'autres termes, il faudra attendre encore 2000 ans pour que les pyramides d'Égypte soient chronologiquement à mi-chemin entre Göbekli Tepe et notre époque contemporaine. Ce sont des notions temporelles presque inimaginables, même si l'on parle de seulement, entre guillemets, 10 000 ans. Cela laisse véritablement une porte ouverte à bien des idées et des débats sur ce qui a pu se passer à une époque si reculée que les tigres à dents de sabre existaient encore. Et s'il ne s'agissait pas d'un peuple issu de l'Atlantide ou aidé par cette dernière, alors se pose une autre question. Où sont les stades évolutifs ayant mené à Göbekli Tepe ? Et en l'absence de ces stades évolutifs, il est de bonne loi de laisser toutes les pistes de réflexion ouvertes afin que chacun puisse se faire son propre avis.